Une escale d'environ 2 heures, nous reprenons l'avion pour aller au nord de la Thaïlande, à Chiang Rai. Notre hôtel est situé au bord du Mékong et ses jardins sont magnifiquement fleuris. L'après-midi, nous nous rendons au temple blanc de Thaïlande de M. Chamlerche Kositpiba et nous avons pu voir les nouvelles constructions réalisées depuis notre dernier passage. Notre guide en profite pour nous montrer la technique de pliage des fleurs de lotus. Le lendemain matin, nous quittons Chiang Rai pour nous rendre à Wek-Chei, au Laos, via le poste frontière thaïlandais de Chiang Khong, situé sur les rives du Mékong. La traversée du Mékong s'effectue au moyen de ces longs petits bateaux profilés à une vitesse surprenante. Notre circuit au fil du Mékong nous mènera du Triangle d'Or au nord, à l'extrême sud du Laos, en passant par Luang Prabang, ancienne cité royale qui détient un important patrimoine bouddhiste, Van Siat, au charme provincial, et Pak-Se, dans la région des 4000 îles. Contrairement aux autres pays de la péninsule, le tourisme est quasiment inexistant au Laos. Il a su conserver intactes ses traditions et préserver son environnement. Le Mékong est l'élément majeur du pays. Ce fleuve mythique est l'axe de communication essentiel qu'il baigne sur 1865 km du nord au sud. C'est lui qui fixe les populations, irrigue les zones de culture, baigne les villes et permet les déplacements. Et nous arrivons au poste frontière de Wek-Chei au Laos. De là, nous allons embarquer à bord de l'un des bateaux Pak U, barge fluviale de 34 mètres, spécialement construite pour naviguer sur le Mékong, qui nous mènera le soir à Pak Ben, situé à 130 km. Ce fleuve de l'Asie du Sud-Est, le deuxième au monde par son débit et sa longueur, est d'environ 4700 km. Le Mékong passe par la Chine, le Myanmar, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge et le Vietnam. Une des activités qui contribue à l'économie de la population au Laos est l'orpaillage de l'or. Outre les slow boats comme le nôtre, où nous n'étions que 20 durant ces 2 journées, il existe des speedboats qui effectuent le même parcours mais en 5 heures. Ces embarcations sont inquiétantes pour la sécurité et tout à fait condamnables pour l'impact qu'elles ont sur l'écosystème et le mode de vie séculaire des habitants du fleuve. Sans parler des frayeurs que les pilotes vous font en slalomant entre les rochers. Certes, les passagers portent un casque, mais à mon avis, ils ont plus la propriété d'un saladier en plastique que d'un véritable casque. Le Laos n'est pas un pays où l'on court. Prendre 2 jours pour descendre le Mékong demeure un voyage en soi. Le long du Mékong, on peut voir des villages appartenant à plusieurs groupes ethniques. Nous avons fait un arrêt en route et sommes allés à la rencontre des minorités Hmong et à la découverte d'un de leurs villages.
Le Mékong est l'artère de vie du Laos. Une route commerciale majeure, une source de nourriture et d'eau, et bien sûr, un centre social dû à tous les villages parsemés le long de son itinéraire. Ce fleuve est aussi connu ici comme la mer des eaux. Nous avons le loisir de découvrir avec cette croisière pourquoi le Mékong a été vénéré pendant des milliers d'années. Puis nous arrivons à Pak Ben où nous logeons dans un lodge. Depuis notre bungalow en teck et en bois de rose, nous pouvons nous imprégner du paysage spectaculaire du Mékong. Nous pouvons apprécier le coucher et le lever de soleil, romantique, mystérieux et poétique. Nous dînerons face au Mékong, au milieu des montagnes du nord du Laos. Le lendemain matin, notre guide sur le bateau nous initie à la cuisine laotienne. Arrêt pour rendre visite à un village Khmu. Nous nous promenons dans le village, nous sommes entourés d'enfants, ils ne réclament rien, ne vendent rien, quelques mots et des rires échangés. Sabaidi, bonjour. Le village Khmu respecte des schémas traditionnels de construction bien spécifiques à ce groupe ethnique. Les grandes maisons sont posées à même le sol, tandis que les abris à animaux sont élevés sur pilotis de quelques dizaines de centimètres. Elles sont toutes construites dans les matériaux traditionnels trouvés sur place, à savoir le bois, le bambou et les feuilles de palmier qu'il faut remplacer régulièrement. La végétation est à peine tolérée dans l'enceinte du toit. Ici, on assiste à la confection des panneaux de toit à partir de feuilles de bananier. Si quelques-uns de ces villages sont maintenant dotés d'électricité, il en reste beaucoup qui ne le sont pas. L'eau y est parfois potable, parfois puisée à partir d'un puits, ou à même une rivière qui passe à proximité. Ce village regorge d'une histoire, une culture, une expérience du tissage qu'on retrouve encore dans certains villages du Laos, où les méthodes, techniques, motifs sont encore réalisés selon des savoirs ancestraux. La majeure partie de la production du village tient à une technique qui associe coton et soie. La trame est réalisée avec des fils de coton épais, souvent de couleurs différentes, ce qui leur confère un aspect moiré, tandis que les motifs sont tissés à partir de la soie. Quasiment toutes les familles abritent un ou plusieurs métiers à tisser, voire ont constitué de véritables petits ateliers, une sorte de coopérative. Ces
villages ont comme principales activités l'agriculture, la pêche, le tissage donc, l'orpaillage, l'exploitation du teck et la distillation du whisky de riz. Après distillation, le whisky de riz est conservé dans ses bonbonnes en terre. Les hommes Hmong ne travaillent pas, ce sont les femmes qui font tout. La télévision est arrivée dans le village et voici une antenne bien rudimentaire. Oui, la télévision est bien arrivée, mais les téléphones portables aussi. Retour sur le bateau et nous naviguons vers Luang Prabang. Toutefois, nous ferons une halte au passage des grottes Pak U, lesquelles sont situées en amont du Mékong, à une trentaine de kilomètres de Luang Prabang. Les grottes Pak U sont un des symboles religieux les plus précieux de la province de Luang Prabang. Plusieurs légendes ont couru sur cet endroit où ont été déposées au cours des ans ces milliers de statuettes de Bouddha. L'entrée des grottes est tout simplement magistrale, puisque fichée dans une falaise verticale au beau milieu d'une jungle luxuriante, et les escaliers, quoique assez abrupts, sont parfaitement entretenus et aménagés pour la visite. Ce lieu est avant tout un site religieux, lequel est aujourd'hui très fréquenté par les touristes. Les visiteurs auront plaisir à découvrir ces deux grottes pour leur caractère tout à fait singulier, ainsi que pour la profusion des 4000 petites statuettes présentant Bouddha dans toutes les positions.
C'est le marché du matin. Ce petit marché est le supermarché des Laotiens qui viennent s'approvisionner en produits alimentaires. Fruits, légumes, viandes sont proposés à l'étalage dans des conditions d'hygiène qu'on pourrait qualifier pléonasmiquement d'approximatives. Très actif dès 8 heures du matin, il est un lieu de passage pour nombre de Laotiens qui viennent là pour vendre et ou pour acheter. Il y règne une vive activité. Certaines vendeuses ont un petit téléviseur pour se tenir compagnie. On y trouvera de nombreuses denrées atypiques, comme le sang de bœuf proposé sous forme de cubes gélatineux, du serpent, de la chauve-souris, des insectes grillés, des vers, sauterelles, larves d'abeilles, grillons, chrysalides de papillons, des abats drapés d'une couverture de mouches, des têtes de porc caramélisées et toutes sortes de plantes, de feuilles qui servent à la confection des plats traditionnels. On trouvera des produits thaïlandais cultivés sous serre, aussi bien que les produits lao de saison. Les poissons fraîchement pêchés, les bouquets d'offrandes confectionnés avec les petites fleurs locales à déposer au temple et bien d'autres choses encore. Capitale du Laos et siège de la monarchie jusqu'au XVIe siècle, aujourd'hui inscrite sur la liste du patrimoine mondial, Luang Prabang détient un héritage culturel unique et admirablement préservé. Le musée royal est un bâtiment qui se visite pieds nus et les sacs en tout genre sont arrangés à la consigne, mais la visite en elle-même reste agréable. Le bâtiment est resté meublé et très bien décoré. Après être passé par la salle du trône et les deux ailes de réception, on entre de plein pied dans l'intimité de la famille royale, bibliothèque, chambre de la reine, du roi, des enfants, salle à manger. On a l'impression que la vie des rois au Laos était néanmoins très simple. Les jardins, sans être gigantesques, sont beaux. La montée des 328 marches du mont Fuxi nous offre une superbe vue sur la ville. Nous visitons plusieurs temples, car la ville en recèle un grand nombre. Le Laos conserve quelques héritages de la présence française, comme la baguette de pain. De nombreuses boulangeries un peu partout dans le pays en vendent. Mais aussi la pétanque. Beaucoup de maisons au Laos ont leur petit terrain. Le Wat Giang Thong est un temple bouddhiste laotien de l'ancienne capitale royale Luang Prabang. Fondé en 1560 par le roi Setatira du Langwexan, il est généralement considéré comme le plus élégant du pays. Lorsque des pavillons noirs pillèrent Luang Prabang en 1887, le Wat Giang Thong fut l'un des seuls temples épargnés car leur chef y avait été bonze durant sa jeunesse. Situé entre le Nam Cam et le Mekong, il est le centre d'un petit ensemble de bâtiments religieux comprenant notamment un pavillon pour le char funéraire des anciens rois du Laos.
Avec ses partenaires au Laos et en Thaïlande, Shangri-La a établi des relations commerciales qui intègrent les principes fondamentaux du commerce équitable. L'écorce de mûrier, matière première utilisée pour la confection du papier, est récoltée dans les villages Kami et Khmong dans la province de Luang Prabang au Laos. Cette démarche équitable est réalisée afin de faire partager les richesses d'un artisanat traditionnel, vitrine des identités culturelles, afin d'aider les minorités ethniques des régions du Mékong à préserver leur patrimoine et à trouver une place dans le grand marché du monde. Célébré à l'occasion d'un événement riche en émotions, le Basilao est une cérémonie collective au cours de laquelle on appelle les esprits à s'unir pour catalyser bonheur, chance et prospérité à l'attention du nouveau-né, des jeunes mariés, du voyageur, etc. Le Basi se déroule autour d'un autel de fleurs duquel rayonnent des fils de coton qui symbolisent les liens avec le monde spirituel. Des fils de coton seront donc noués à nos poignets en signe de bienvenue et pour nous souhaiter chance et prospérité pendant la nouvelle année du calendrier bouddhique. Cette coutume de bienvenue est accompagnée de danses rituelles ainsi que de fruits qui nous sont proposés à la dégustation. Toujours en signe de bienvenue, une offrande de fleurs sera remise à l'un de nous, lequel le rapportera à notre hôtel en traversant la ville en cortège dans l'un des deux véhicules mis à la disposition du groupe. Quelques jours plus tard, lors de notre départ de l'hôtel, notre groupe déposera l'offrande au pied d'un petit temple situé dans l'hôtel et nous procéderons à la photo souvenir de notre sympathique équipe. « 5 heures du matin, réveil au chant du coq. Au loin, on perçoit même de légers coups de gong, sûrement pour annoncer le début du takbak, la procession des moines à travers la ville. Dans un silence religieux, les bouddhistes viennent se poster devant leur maison, les pieds nus et la tête découverte, et attendent l'arrivée des bonzes. Le riz qu'ils reçoivent est encore chaud, le défilé des robes oranges colore la ville par intermittence entre 6 et 7 heures du matin. De retour, après le petit déjeuner, nous nous rendons au marché chinois de Luang Prabang afin d'y acheter des fournitures scolaires qui seront distribuées aux écoliers d'une école de campagne. À la sortie des classes, nous rencontrons un groupe de Sud-Coréens venus soutenir l'école. À l'occasion de leur départ, une fête est organisée et les jeunes filles revêtent leurs costumes traditionnels. Puis nous reprenons notre autocar pour nous diriger vers les chutes de Kwangsi. Chemin faisant, nous traversons de nombreux villages Hmong et Kamu qui entourent la ville de Luang Prabang. Situé à quelques kilomètres de l'ancienne capitale, il se place traditionnellement sur les hauteurs environnantes. C'est là qu'ils vivent paisiblement de la culture du riz. Le riz blanc très collant qu'on utilise en accompagnement de tous les plats laotiens est principalement cultivé par les Laolung, tandis que les Hmong cultivent également du riz blanc et du riz violet. En parcourant les chemins de campagne, nous assistons aux différentes étapes de la culture du riz. Bizarrement, à 500 mètres de distance, se déroulent des scènes de préparation des champs et des récoltes. Ce qui est certain, c'est que toutes les ressources de main-d'œuvre sont utilisées pour cette culture vitale. Ainsi,
hommes, femmes et enfants, travaillent à la construction des murets de boue qui délimitent chaque parcelle et aux canaux qui permettent leur irrigation. Une fois les champs dessinés, les hommes labourent la terre avec un motoculteur chinois ou des buffles. Lorsque la parcelle est irriguée, les femmes s'activent à mélanger eau et mode de terre, puis vient le repiquage des plants qui ont été cultivés séparément et que l'on reconnaît de loin à leur tendre couleur verte. Quelques semaines plus tard, les épis seront fauchés, battus sur place pour séparer le grain de la tige et mis en sac. C'est au village de Ban Panong que nous découvrons du coton de deux couleurs naturelles différentes. Ce village est habité par des Tai Lu, une tribu originaire du sud de la Chine. Il est connu pour le tissage à la main du coton et de la soie. Ici, l'on carde le coton à l'aide d'une corde tendue dans un panier. Le matériel en général est rustique, mais la qualité artistique est incontestable. En journée, nous avons pu voir des villageois en train de filer et de tisser le coton, et le soir venu, la plupart des femmes viennent en ville, sur le marché populaire de nuit de Luang Prabang, pour y vendre de magnifiques écharpes et de nombreux modèles. Le geste paraît simple, mais la réalisation s'avère beaucoup plus difficile. Le sculpteur sur bois réalise ses frises, tandis que les enfants jouent avec des noyaux sur le carrelage. Situé à environ 30 km de Luang Prabang, nous arrivons aux chutes de Guangxi. Près de l'entrée est situé le centre de protection des ours d'Asie, mini-zoo dans lequel on peut voir évoluer quelques ours derrière un grillage. Cueillir une banane, oui, ça se fait sans astuce, mais c'est tout un drame. Une ONG prend soin de ces animaux en voie d'extinction en leur donnant des soins appropriés. Pas la peine de faire attention. Mais si le fruit de vos... Puis nous partons à la découverte d'une nature luxuriante et d'incroyables paysages en direction de la plus célèbre des chutes d'eau là-haut, Guangxi. Sur le site, le premier bassin que l'on croise sur le chemin est celui qui est le plus calme si l'on veut se relaxer en privé. Puis encore deux autres grands bassins d'eau turquoise dans lesquels il est possible de se baigner. Dans le plus grand, il est même possible de faire des plongeons depuis le haut d'un arbre. Enfin, on peut voir la grande chute et le bassin le plus en aval et le plus près des chutes mais le plus fréquenté. Un pique-nique nous avait été annoncé, mais c'est un véritable banquet champêtre qui fut installé à notre attention et nous avons dégusté notre repas au pied de la chute. De retour en ville, nous embarquons sur ce bateau pour nous rendre au village de Xiangmen. Après l'accostage, nous devons emprunter ces passerelles en bambou au milieu des plants de cacahuètes pour gravir un long escalier qui nous mènera au temple Long Kun. Le Wat Long Kun est un monastère du 18e. Il a fait l'objet de restaurations qui se sont achevées en janvier 1995 grâce aux dons de particuliers laos et français à l'aide du ministère des Affaires étrangères de la République française ainsi qu'aux contributions de nombreuses entreprises et institutions lao et françaises.
Ce temple est célèbre pour ses admirables fresques du XVIIIe et ses décorations sculptées. Une petite communauté de bonzes continue à y vivre. Puis nous nous engageons sur ce long escalier pour accéder au Wat Chomphey qui offre une vue magnifique sur la ville de Luang Prabang et ses environs. Lorsque nous redescendons, nous sommes accueillis par des enfants souriants qui jouent avec des toupies rudimentaires. Le linge sèche sur la parabole de la télévision. Nous empruntons ce chemin de terre qui traverse un village qui s'apprête à célébrer un mariage. Les clientes du salon d'esthétique se laissent volontiers photographier. Tout comme les participants à la célébration du mariage. Puis nous découvrons le temple méconnu de Wat Hatseo. Le Phra Sat Luang signifie stupa suprême. C'est le monument bouddhique le plus sacré du pays. Il est censé contenir un cheveu de Bouddha. Il figure sur les armoiries du Laos et ses billets de banque. Le Phra Sat Luang est un stupa quadrangulaire de 35 mètres de hauteur entièrement doré. Il est entouré d'un cloître carré muni de 2 entrées et de 2 pavillons. Un Bouddha couché dort dans les jardins du temple. À proximité immédiate, 4 temples bouddhistes modernes ont été construits. Le Patuxai se veut être une reproduction de l'Arc de Triomphe parisien construit dans les années 60. Également appelée Porte de la Victoire, elle dispose toutefois de ses propres caractéristiques Lao, les ornements religieux des corniches et les bas-reliefs des côtés. L'avenue Lang Xang ressemble selon les Lao aux Champs-Élysées. Un escalier permet de grimper sur le toit, où une vue imprenable surplombe Vientiane et le Patuxai, parc avec ses fontaines sur fond musical offertes par la Chine. Le Wat Sisaket est le monastère le plus ancien de la ville.
Le musée de Sisaket se trouve dans le centre-ville, près de la rivière et de l'ancien temple de la ville. C'est la référence au dernier monarque. Il possède une bonne collection de statues de Bouddha en taille normale et d'autres en petite taille dans les petites fenêtres à l'intérieur. Dans les jardins, nous avons rencontré un couple de jeunes mariés en costume traditionnel. Construit en 1545 pour recevoir le célèbre Bouddha d'émeraude aujourd'hui à Bangkok, le Wat Ofra Keo était un monastère-palais. En 1828, Vientiane fut mise à feu et à sang et resta en ruine jusqu'en 1936. Sous la direction de Suvarnabhuma, le bâtiment fut reconstruit sur le modèle de l'ancien pour en faire un musée des arts religieux. Dans les jardins, on peut y voir une jarre vieille de 2000 ans qui aurait servi d'urne funéraire et qui proviendrait de la plaine des Jarres. Édifiée en 1563 par le roi Setatira lors du transfert de la capitale de Luang Prabang à Vientiane, ce Wat est le plus populaire de la cité. Il abrite le pilier de la ville, le lac Muang. Sa forme phallique dénote de l'importance du culte de la fécondité. Selon la légende, le temple aurait été construit sur un trou dans lequel se serait sacrifiée une femme enceinte. Une statue de Bouddha entourant le pilier aurait des pouvoirs bénéfiques sur l'enfantement. Deux marabouts trônent sur l'ancien temple khmer dans le Wat Simuang. Arrivés de bonne heure à Pak-se, nous avons droit à un petit déjeuner dans un café français avec des croissants. Ce matin, il fait plutôt frais et il pleut. Nous reprenons la route pour nous rendre sur le site de Champasak. Nous traversons la campagne et même certains ponts. Devant nous, c'est un autobus qui fait le transport des personnes, mais aussi des marchandises. Bientôt, nous arrivons sur le site de Champasak, dont le patrimoine culturel comprend le complexe du temple du Wat Phu. L'ensemble religieux de Wat Phu, d'architecture khmer et de religion hindouiste, est situé au pied d'une montagne dont le point culminant, le Phu Khao, attire particulièrement l'attention par sa forme, identifiée dans l'Antiquité à un linga, symbole phallique de Shiva, d'où son nom ancien de Linga Parvata, et sa réputation de montagne sacrée. La présence d'une source permanente au pied d'une des falaises a vraisemblablement
inciter les anciens rois de la région à installer là un sanctuaire shivaïste. Chaque année, semble-t-il, le roi se rendait au temple faire lui-même un sacrifice humain pendant la nuit, selon des textes chinois du 5e siècle. Tout en roulant, certains rangent la marchandise. Les taxis collectifs sont complets. Sur notre route, à l'heure du déjeuner, nous faisons une halte rapide dans un village, car une effervescence attise notre curiosité. Les habitants courent de tous les côtés brandissant des baguettes dès qu'un véhicule s'arrête. C'est une sorte de fast-food Laos. Différentes pièces de viande, coincées entre des bambous, sont proposées à la vente. Ça, c'est les petits poulets. Ah oui. Ah oui. Ça, regarde. Oui. Michel, les petits poulets. Ah oui, ça c'est des abats de poulets, là, bien des oiseaux. Ah là, ça c'est quoi ça? Ils sont plus gros. C'est quoi ça? Les oiseaux. Ça et là, le long de la route, la viande est au séchage. Un peu plus loin, dans une maison, on entend des cris et des vociférations. Une trentaine de personnes regardent un combat de boxe thaï. Les spectateurs accompagnent de la voix les combattants. On sort de la maison comme on y est entré. Personne ne s'est étonné de notre arrivée. Après le repas, le taxi collectif repart, et nous aussi. Dans le village, le calme revient jusqu'au prochain véhicule. Les cascades de Phafeng sont l'aboutissement de 13 km de rapides plus ou moins violents. Depuis la rive ou sur les rochers, à fleur d'eau, de nombreux pêcheurs tentent d'attraper un peu de poissons qu'ils feront sécher le long de la rivière, donnant des reflets d'argent aux rochers. Ensuite, les pêcheurs iront revendre le poisson sur les marchés locaux comme celui de Ban Kinak. Le soir venu, nous traversons le Mékong en ferry pour nous rendre sur l'île de Kong, dans la région des 4000 îles. Alors que nous prenons notre petit déjeuner sur la terrasse, cette demoiselle se lave les dents dans le Mékong et fait sa toilette. Au matin, nous rejoignons l'embarcadère sur la plage où 2 pirogues nous attendent pour partir vers l'île de Dondé. Nous prenons place dans une des 2 longues pirogues qui, après 40 minutes de navigation entre les petites îles, nous déposera à destination.
nous nous laissons bercer par ce peuple et admirons la vie très variée le long du Mékong. Sur les rives, les maisons sont souvent perchées sur de hauts pilotis car les crues d'une année sur l'autre sont extrêmement importantes. Les buffles solitaires ou en troupeau longent les rives et se prélassent. Le plus fort symbole du pays reste le Mékong, autour duquel la vie des paysans s'organise. Tantôt transformé en rapide dans le nord, en chutes spectaculaires dans le sud, comme les chutes Kong, rarement calmes, très souvent jauni ou rougi par les alluvions qu'elle charrie, le Mékong demeure l'un des plus grands arguments touristiques du pays dont nous ne manquerons pas de profiter avec cette descente en pirogue. C'est dans la partie sud du fleuve, entre Paksé et Champasak, que nous avons trouvé notre bonheur, les 4000 îles, dont Kong Island, les chutes de Kong Phan Phan, le site khmer de Wat Phu, dont certains aspects rappellent encore le temple d'Ummaung. Nous n'allons pas tarder à aborder l'île de Dondet. De petites échoppes proposent leurs éternels bric-à-brac. Devant les habitations, des petits jardins rehaussés où l'on cultive les plantes aromatiques à l'abri des animaux qui vivent tous en liberté. Le chemin qui longe l'île permet de passer devant les habitations. Ici, sur une terrasse, une femme cherche des poux dans les cheveux d'un enfant et une petite fille fait de même juste à côté sur la tête du cadet. Tout le long de l'île est parsemé de petits bungalows à louer, très simples, avec grandes terrasses en bois sur pilotis qui surplombent le Mékong. Des hamacs pendent ici et là. Le temps semble s'être arrêté ici. Sur l'île, des fleurs partout, des papillons, des palmiers, des grands arbres immenses dont les racines viennent se perdre dans les eaux de la rivière. Ça et là, dans les maisons, des fours à pain. Non loin des buffles qui se baignent, la station-service est ouverte. Une villageoise est en train de ranger ses poissons pour les faire fumer. Plus loin, les poissons sèchent à plat au soleil ou en plein vent devant la parabole. Puis nous poursuivons notre marche jusqu'à l'autre île, Dongkon, où nous empruntons le pont pour y découvrir les ruines d'un chemin de fer construit par les Français et le village de pêcheurs.
Notre guide acquitte le droit d'accès au site pour nous rendre jusqu'aux chutes de l'Ifi, une série de rapides et de cascades dont le bouillonnement et le débit sont très impressionnants. De retour près de l'embarcadère pour quitter l'île de Kong, des femmes accroupies sur le bord de la route épluchent des noix de coco et attendent des acheteurs potentiels pour leurs fruits. En chemin, à Benkiankong, nous faisons un arrêt pour grimper durant 1 heure la colline de Fouaza à dos d'éléphant. La colline est située sur le plateau de Boloven. C'est l'un des endroits le plus pittoresques du sud du Laos. Juchés sur des nacelles biplaces en osier, les cornacs tentent de maîtriser au mieux leur animal. Ça brinque-balle pas mal, et le confort est spartiate. La nacelle de Lydie et Rémi est en train de glisser sur le côté. Ils doivent descendre pour ressangler l'animal. L'éléphant est le plus grand des mammifères terrestres. Il en existe 2 espèces qui se différencient par certaines caractéristiques anatomiques. L'éléphant d'Asie est plus petit avec ses 3 mètres de haut, alors que l'éléphant d'Afrique peut atteindre 4 mètres. Ses oreilles sont elles aussi plus petites et seuls les mâles portent des défenses. Il pèse 8 tonnes et sa vitesse est de 6 km à l'heure, sauf quand il charge où il peut atteindre 40 km à l'heure. Puis nous arrivons au sommet de la colline Fouaza, dominée par des vestiges d'un ancien fort. Certains caféiers sont en fleurs, d'autres un peu plus avancés, et d'autres enfin sont mûrs, prêts à cueillir et à faire sécher. Les théiers proposent leurs jeunes pousses qui seront cueillies, puis séchées pour être consommées.
Et notre dernier repas fut une fondue laotienne. Angkor Wat, la ville qui devient une pagode, est non seulement le plus grand et le plus sublime de tous les temples khmers, mais aussi une ville au plein sens du mot. Des lions et des najas bordent les marches de la chaussée. Ce temple réunit deux caractéristiques majeures de l'architecture khmer, les pyramides et les galeries concentriques. Les pyramides, ou temples montagnes, sont dans la plupart des cas formés de gradins superposés et remontent au 8e siècle. Elles étaient pour les Khmers une façon de symboliser le centre de l'univers hindou, le mont Meru. Les galeries d'autre part apparurent plus tard, vers le début du XIe siècle. Elles remplacèrent naturellement les bâtiments annexes qui entouraient la pyramide et dont le nombre et la longueur croissaient. Ces galeries sont recouvertes de bas-reliefs qui sont l'une des plus extraordinaires créations de l'art khmer. Ils couvrent près de 600 mètres de long sur 2 mètres de haut. Le sujet est tiré de sources hindoues, notamment des deux grandes épopées, Ramayana et Mahabharata. Les autres panneaux représentent l'un le défilé historique de Suryana Varman II, le fondateur du temple, et le ciel et les enfers. Angkor Wat est une pyramide à 3 niveaux, chacun entouré d'une galerie et de 4 tours d'angle. Le niveau du sommet porte 5 tours en quinconce. Prakan signifie épée sacrée en khmer. C'est un complexe monastique bouddhiste d'Angkor nommé Jayakri, qui veut dire victoire glorieuse en sanskrit, a été érigé en 1191 en l'honneur de la victoire sur les Shams de Javavarna VII. Il est situé au nord-est d'Angkor Thom, avec lequel il a été associé. Il était le centre d'une organisation importante avec près de 100 000 fonctionnaires et agents. Ce temple à plat, beaucoup moins impressionnant que les temples montagnes, est entouré d'une première enceinte d'environ 800 mètres sur 700 pour 5 mètres de haut. Un Garuda porte un naja sur le 4e mur d'enceinte. Le temple est formé de multitudes de constructions réalisées à plat, dont l'enchevêtrement est assez complexe du fait des diverses fondations religieuses qui y ont été édifiées. Le temple est plat dans la conception, avec un plan de base de galeries successives rectangulaires autour d'un sanctuaire bouddhiste, complété par des temples satellites hindous et de nombreux ajouts intérieurs. Comme à Taprom, non loin de là, Prakan a été laissé en grande partie non restauré, avec de nombreux arbres et autres végétations parmi les ruines. 2 arbres géants ont poussé sur la toiture d'un temple. Leur grande hauteur et leur position inclinée défient les lois de l'équilibre, car ils sont uniquement amarrés par leurs longues racines qui coulent de la toiture pour serpenter ensuite sur le sol.
D'environ 3 km de côté, la cité est bordée de douves. C'est par la porte sud que nous accéderons à l'intérieur de l'enceinte. À chaque porte correspond une chaussée qui franchit les douves. Celle de la porte sud est gardée de chaque côté par 54 géants qui tiennent le serpent fabuleux, le Naja, montant la garde devant les 4 grands rois. À l'origine, chaque chaussée était bordée d'un côté par les génies bienfaisants, les divas, et de l'autre par les démons, Asura, qui tirent ensemble sur Vasaki, le roi des Najas, lors du barattage de la mer de lait. Ces 4 portes sont reliées par 2 voies perpendiculaires qui se rejoignent au centre de l'enceinte où se situe le Bayon. Le Bayon est le chef-d'œuvre du roi Jayavarman VII, construit au cours du XIIIe siècle. Son style est beaucoup moins linéaire et défini que celui d'Angkor Wat. C'est le temple central de l'ancienne ville d'Angkor Thom, capitale des souverains khmers au début du XIIIe siècle. Le temple est placé dans une enceinte de 150 mètres de côté. L'enceinte délimitant seulement l'espace du temple est constituée d'une galerie à double portique ouvert sur l'extérieur. Les murs sont recouverts de bas-reliefs qui dépeignent la guerre contre les Chams et les grandes batailles qui marquèrent la reconquête du pays par Jayavarman VII. Des tours surmontent les édifices et sont couverts d'énormes têtes présentant à chaque orient un visage serein, aux yeux clos et à la bouche souriante. Il signifie la bienveillance et la protection de Dieu s'étendant à tout l'univers, mais aussi le pouvoir et l'ambiguïté du roi. Ces visages représenteraient celui de Jayavarman VII en tant que dieu souverain de la religion bouddhique. Le complexe comprend en tout 54 tours, portant au total 216 visages, posant leur regard bienveillant sur les visiteurs. La tour centrale du Bayon est un temple montagne haut de 42 mètres, composé d'un sanctuaire central circulaire autour duquel viennent s'articuler 8 chapelles rayonnantes. Cette terrasse a été construite au XIIe siècle sous le règne de Jayavarman VII. Elle borde l'ancien palais royal à l'est et domine la grande place centrale d'Angkor Thom. Elle s'étend sur 15 mètres de large et 300 mètres de long et est haute de 3 à 5 mètres selon les tronçons. Le roi Jayavarman VII pouvait de ce promontoire regarder défiler son armée victorieuse de retour de la guerre contre les Chams. On y accède par des escaliers centraux et des escaliers secondaires en bout de terrasse. Une longue frise en bas-relief représente un défilé d'éléphants de guerre harnachés, portant cornacs et soldats, aux bras armés dressés. Depuis 1992, le site est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Phimea Nakas, char céleste en khmer, est un temple hindouiste dans l'enceinte du palais royal de l'ancienne ville d'Angkor Thom. Vers 1040, Surya Warman Ier le construisit sous la forme d'une pyramide qui lui servait probablement de temple particulier. Il est construit en blocs de latérite, sobrement décorés de lions et d'éléphants à chaque coin. Des escaliers extrêmement raides mènent à une terrasse supérieure. Le temple était la demeure du roi, où, dit-on, il s'unissait avec une déesse protectrice qui abandonnait la nuit son corps de serpent pour celui d'une belle jeune femme. Un bassin rectangulaire était utilisé par les rois pour des ablutions rituelles et des spectacles nautiques. Cette terrasse, ainsi que la terrasse dite des éléphants, a été construite au XIIe siècle sous le règne de Jayavarman VII. Elle borde l'ancien palais royal à l'est et domine la grande place centrale d'Angkor Thom.
Elle est dotée de 2 murs magnifiquement sculptés. Sur le mur extérieur, les bas-reliefs représentent des serpents, des garoudas possédant des bras multiples, ainsi que des femmes. Sur le mur intérieur, nous retrouvons des éléphants. La curiosité de cette terrasse est sa statue surélevée, nue et asexuée, laquelle lui a donné son nom, le roi lépreux. Elle est assise à la javanaise, les jambes repliées. Ce temple a été construit au Xe siècle dans du grès rose et de la latérite et probablement consacré en 967. Il fut dédié au Seigneur des Trois Mondes. Il fut découvert et dégagé tardivement en 1924 par les archéologues de l'école française d'Extrême-Orient qui mirent en valeur l'exceptionnel état de fraîcheur de ses décorations. En 1923, dérobant des bas-reliefs et autres éléments du site encore peu connus, André Malraux et sa femme Clara et son ami Louis Chevasson ont été pris en flagrant délit de pillage à leur retour à Phnom Penh. Ceinturé par des douves extérieures à l'enceinte, Bantay Sray est un temple plat. Ouvert à l'est, Bantay Sray est disposé en 3 enceintes concentriques, chacune légèrement décalée vers l'ouest. Le nom du remarquable petit temple de Bantay Sray signifie « citadelle des femmes », faisant sans doute référence à sa taille, ou peut-être citadelle de la beauté, se référant alors à la délicatesse de sa décoration. Habituellement décrit en termes peut-être trop dithyrambiques, comme le joyau de la roque-mère, Bantay Sray est néanmoins un temple d'une grande beauté et ne se laisse comparer à rien d'autre à Angkor. Sa petite taille surprend et la décoration de la quasi-intégralité de sa surface est exceptionnelle. Puis, traversant un autre magnifique fronton sur 2 niveaux qui nous fait traverser une autre enceinte de latérite, nous apercevons l'enceinte centrale qui semble bien encombrée. Le minuscule et ravissant bâtiment où nous arrivons est en fait le Gopura oriental intérieur. La caractéristique la plus immédiate frappante est que la porte du sanctuaire central n'a que 1,08 m de haut. La totalité des sculptures sur les murs est admirablement conservée. C'est sans doute l'un des temples les plus attachants de Angkor. Sur le départ, nous nous retournons une dernière fois pour admirer ce joyau. Et nous finirons notre périple par un des temples majeurs, qui est en fait un temple-monastère, Taprom. De style Bayon, Taprom présente une série de galeries concentriques avec des tours d'angle et des gopuras. L'école française d'Extrême-Orient a choisi de laisser ce temple dans son état naturel pour laisser un exemple de ce à quoi ressemblaient généralement les monuments d'Angkor au moment de leur découverte au XIXe siècle. Ce fut une bonne décision qui entraîna des travaux considérables pour empêcher de nouvelles ruines et assez de dégagement de la végétation pour en permettre l'entrée. Il a été maintenu dans cet état de négligence apparente. En définitive, Taprom a l'attrait romantique, disons d'une ruine en Piranèse, en partie envahie par la forêt et doucement sur son déclin. Les arbres qui ont poussé, entrelaçant les pierres de leurs racines, sont largement responsables de l'atmosphère de Taprom. Il y en a 2 espèces principales. Le plus grand est le fromager, qui se distingue par ses racines épaisses, brun clair, avec une structure noueuse. Le plus petit est un ficus, qui tisse un réseau plus ou moins serré de racines plus fines, gris, unies. Dans les 2 cas, les arbres naissent et s'accrochent dans une fissure, quelque part sur la superstructure des bâtiments, là où généralement un oiseau a déposé la semence. Puis ils tendent leurs racines vers le sol. Pour cela, les racines tracent leur chemin entre les pierres, de sorte, lorsqu'elles épaississent, elles écartent progressivement les blocs de pierre. En définitive, l'arbre devient le support du monument. Mais lorsqu'il meurt, ou qu'il est renversé par un ouragan, les blocs libérés s'effondrent. Selon les historiens, il semble qu'au-delà du XIVe siècle, il n'y eut plus de construction durable,
Le grès, la latérite, etc. furent abandonnés au profit du bois, et donc les structures devinrent périssables. Dès le XIIIe siècle, les luttes s'accentuèrent avec les royaumes thaïs, et cette région, au cœur des conflits, fut plus ou moins désertée. Ceci explique qu'en grande partie, la nature a repris ses droits. Au matin, départ en autocar de Siem Reap pour le lac Tonlé Sap. Emprunter la route du lac est véritablement s'engager dans la découverte en profondeur du pays. La dernière partie se fait sur une route de terre. On put y voir des petites maisons sur pilotis, des cultures, des rizières le long de la route. Les terres qui ont été couvertes d'eau sont ensuite très fertiles. C'est le mariage? Les maisons sont perchées sur de très hauts pilotis. Il faut dire qu'en période de mousson, l'eau peut monter de 9 mètres. Les enfants courent partout dans la poussière, pieds nus pour la plupart. Ils viennent vers nous, mais ne mendient pas. Ils vivent là dans un grand dénuement. Ils font tout dans l'eau. Toilettes, lessive. Et l'eau est plutôt trouble. Nous prenons une barque à moteur sur le canal qui rejoint le Grand Lac. Nous croisons des pêcheurs à pied dans la rivière qui lancent des filets. Les pêcheurs tapent sur leurs filets pour décrocher les petits poissons. Toutes leurs activités tournent autour de la pêche. La barque est leur outil de travail. On peut voir aussi des viviers à poissons dans des cages flottantes. On se trouve ici au plus près de la vie cambodgienne et au contact de leur réalité de tous les jours. Ici, toute la vie se déroule autour de l'eau. Très poissonneux, paradis des pêcheurs, il abrite des villages lacustres depuis la nuit des temps. Une grande partie des marchandises arrivent par le lac et c'est le poumon de Siem Reap, car les grandes routes pour rejoindre les autres villes sont en trop mauvais état. C'est le plus grand lac du Cambodge et sa mer nourricière. Des petits bateaux transportent de tout, mais surtout des légumes, et s'arrêtent à la demande. Puis nous quittons le canal et entrons sur le lac avec ses villages flottants qui se déplacent au gré des saisons et de la pêche. Le lac Tonlé Sap est le plus grand lac d'eau douce d'Asie du Sud-Est. Ce lac gonfle lors de la mousson et se dégonfle lors de la saison sèche. La superficie du lac pendant la saison sèche est de 2500 km² et se voit presque multipliée par 6 quand arrive la saison des pluies. La profondeur est d'environ d'1 mètre et passe à plus de 7 mètres. C'est le fleuve Mékong qui l'alimente lors de sa crue et le lac Tonlé Sap se déverse dans le Mékong lorsque le niveau baisse, comme si le lac respirait. Le fleuve Tonlé Sap a la particularité d'inverser son courant 2 fois par an au moment des grandes crues du Mékong. Le lac regorge de poissons qui viennent se reproduire dans les arbustes inondés. C'est en effet une des zones de pêche d'eau douce les plus productives du monde. On y fait aussi de l'élevage de poissons. Puis nous arrivons à l'école, qui elle aussi est flottante.
Elle a été financée par une ONG belge, Terre des Hommes. Les enfants s'y rendent bien entendu en bateau. Une commerçante est venue proposer sa marchandise. Ici, une femme trie le poisson. Ces villages vivent en complète autarcie. École flottante, usine à glace pour conserver le poisson, église, pagode, station-service, porcherie, magasin, réparateur de bateaux ou de téléviseurs, vidéoclub, bar, karaoké, poste de police, tout est flottant. Nous accostons près d'un magasin qui fait bar et restaurant et qui a aussi son élevage de crocodiles. Le bébé se promène dans son Yupala, il n'y a pas de barrière et personne ne tombe à l'eau, même pas le gros chien. Ainsi s'achève notre voyage au Cambodge.